conférence sur le thème « Comment améliorer les performances de notre système éducatif ». Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste aux Échos et je suis très heureux d'animer cette session sur un thème qui me tient à cœur, même si je suis évidemment spécialiste de rien. J'ai écrit il y a longtemps et je continue de dire régulièrement que l'école est, à mes yeux, le premier problème économique de la France. Et ravi aussi d'être finalement ici parce que il y a 2 jours, il y a une consoeur qui recevait un prix, qui s'appelle Marion Hellman, qui recevait un prix pour un article qui s'appelle « Quand le compte en banque devient une arme ». Pour les maris violents dans le cadre des violences conjugales, un article paru donc dans les Échos et qui montre que dans mon journal, aussi dans le jury évidemment qui a remis le prix, nous avons une approche ouverte de l'économie qui fait un peu écho aux propos qui étaient tenus à l'instant. Fin de la page de publicité. Nous pourrions causer pendant des heures sur à quoi doit éduquer le système. Est-ce qu'il doit éduquer à être un citoyen, à être un actif, un travailleur, à être tout simplement une femme ou un homme heureux. On pourrait aussi discuter pendant des heures sur comment mesurer la performance. Et on va évidemment, la question affleurera fatalement, mais on va essayer de se concentrer sur le sujet de comment améliorer. L'enjeu est absolument essentiel. La dépense publique d'éducation va sans doute dépasser cette année le cap des 200 milliards d'euros en France. On est à 7% du PIB, donc ça pèse très lourd. Et ensuite, c'est un enjeu de long terme, car l'essentiel de l'éducation se fait dans le premier tiers de la vie et influe sur tout le temps restant. Quelques points clés pour camper le décor qui ressortent dans les comparaisons internationales. Annie a fait allusion implicitement au fait que Pascal Saint-Amand travaillait à l'OCDE, et l'OCDE fait aussi des comparaisons très intéressantes en matière d'éducation. Donc la France dépense à peu près comme la moyenne des pays avancés de l'OCDE, mais avec 2 différences. Elle dépense relativement moins sur le primaire et les enseignants sont moins payés. Les enseignants se disent aussi moins bien formés, et quand on fait la comparaison internationale, ça ressort de manière tout à fait claire. Il y a peu de travail collaboratif entre enseignants comme entre élèves. Et le niveau baisse dans les études PISA, je précise tout de suite, et il baisse plus vite que dans les autres pays. Dernier point absolument essentiel, il y a en France un très fort déterminisme social du niveau des élèves, plus que partout ailleurs, ou presque. La catégorie sociale des parents influe sur les performances scolaires des enfants extrêmement fortement. Alors, comment faire mieux ? Nous allons en parler tout de suite. Donc, initialement, il était prévu 2 universitaires et 2 politiques, mais Emmanuel Macron, pour une raison obscure, en a décidé autrement dimanche soir. Voilà, l'histoire vous a été retracée. Donc, nous avons 3 universitaires, dont en économie, en histoire, et un politique qui a travaillé longtemps dans le cadre de l'éducation nationale. Et donc, nous remercions tout particulièrement les 2 intervenants qui nous ont rejoints à la dernière minute, ou peut-être l'un qui va nous rejoindre à la minute ultime. Et on va commencer par poser des constats avant de voir comment améliorer. Et puis peut-être regarder aussi un peu ce qui se passe à l'étranger. Donc, je vais commencer par le lauréat, Luc Behagle, donc professeur à la Paris School of Economics. L'économie d'éducation est au cœur de nombre de vos travaux, au cœur aussi du livre qui vous a valu le prix qui vient de vous être remis. Encore bravo. Et le journaliste mentionnera le fait que c'est un livre qui est très accessible et que c'est pas toujours le cas dans les livres d'économie, excusez-moi. Mais et donc, si vous ne l'avez pas vu, lu, dévoré, relu, je vous conseille de le faire. Et donc, je vais commencer, Luc, par vous demander... on va poser plusieurs constats, les uns après les autres, pas tous en même temps. Et pour vous, la question de l'éducation, elle commence en fait avant l'école. Oui, merci beaucoup. Alors c'est vrai que je n'ai pas remercié le jury et je tiens à le faire, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose d'un peu presque gênant d'être primé pour un livre qui finalement est essentiellement recensé, commenté et illustré ce qu'une littérature récente a fait. Voilà. Et par ailleurs, l'autre aspect, c'est que c'est un livre qui doit beaucoup aux étudiants, puisque finalement c'est un livre basé sur un cours qu'on a fait. Donc c'est heureux évidemment pour un livre sur l'économie de l'éducation. Alors vous parliez
Ça commence tôt. Oui, ça c'est vraiment un des axes des recherches récentes, pas seulement en économie, mais évidemment en neurosciences, etc. Ce constat, parfois un peu angoissant, parce qu'il est martelé d'une façon assez négative parfois, après 3 ans c'est trop tard, et puis après 2 ans c'est trop tard. Les 1000 premiers jours, c'est les 1000 premiers jours qui sont cruciaux. Et dans les 1000 premiers jours, en fait, on inclut les 9 mois in utero, donc voilà, il faut vraiment commencer très très tôt si on veut que ces enfants aient une chance dans la vie. Ça, c'est à la fois quelque chose qui est indiscutable par certains aspects. On voit des effets à très long terme, éventuellement après un temps de latence, de chocs qui se sont passés très tôt dans la petite enfance. Et c'est assez logique que l'éducation se saisisse de cette question-là. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voulez que je développe le constat. Je pense qu'une bonne façon de le poser, c'est de dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires de période critique, etc. Est-ce que vraiment tout est joué, tout est fini, etc. Ce qui serait assez déprimant. En fait, la littérature en économie ne montre pas ça. Il n'y a pas des seuils où brusquement tout se passe, tout est perdu après, tout se joue à ce moment-là. Ce qu'elle montre, c'est que effectivement se joue assez tôt, avant l'école maternelle, l'acquisition de certaines compétences qui seront importantes, qu'on peut aussi acquérir plus tard, mais autant les acquérir avant. Et finalement, ce constat, voilà, d'une progression, de l'apprentissage, la formation du cerveau, il est essentiellement, me semble-t-il, à mettre en regard avec cette division qui s'est un peu imposée entre ce qui relevait de l'éducation, c'était à 6 ans, puis c'est à 3 ans, et ce qui relevait de, on ne sait pas très bien qui, des parents, des municipalités, etc. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut poser l'enjeu, c'est se demander, ok, est-ce que l'école a un rôle à jouer, ou si c'est pas l'école, qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste les municipalités, les crèches, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les inégalités sociales? Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut poser le débat, au-delà de ce côté un petit peu déroutant parfois. Tout se joue avant. Oui et non, quoi. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut tôt intervenir à bon escient. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites sur des interventions publiques avant 2 ans ou 3 ans, avant l'école maternelle, pour essayer d'avancer sur cette question. Gabriel Fac, vous êtes professeur d'économie à Dauphine, spécialiste donc aussi des questions de l'éducation et notamment des inégalités dans le système scolaire. Vous avez écrit plusieurs articles académiques avec l'un des co-auteurs du livre qui est primé aujourd'hui. Et vous avez donc beaucoup travaillé sur les inégalités à l'autre bout du système scolaire, donc à l'entrée à l'université. Et je voudrais que vous commenciez par poser ce constat-là. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ce débat sur l'éducation qui est une dépense en effet, mais quand même je pense que c'est important de dire que c'est un investissement quand même avant tout. Et donc du coup, voilà, quand on investit en éducation, en fait, ça a des retours et en général, la littérature montre que les retours, en fait, le retour sur investissement est positif, c'est-à-dire que voilà, on a intérêt quand même à faire cet investissement parce que il porte ses fruits. Donc je pense que c'est quand même important de remettre bien ça dans le contexte. Mais effectivement, un des constats que vous avez fait, c'est que un des problèmes du système d'éducation en France, c'est qu'il y a ce très fort déterminisme social. Et du coup, on est toute une équipe à travailler sur ces questions. Donc j'ai travaillé sur ces questions, mais il y a aussi du coup d'autres chercheurs, et en particulier un travail qui a été publié récemment par Sébastien Grosbon et Cécile Bonneau, qui a essayé de regarder quel est le degré d'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur en France en fonction du revenu des parents. Et en fait, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis par Rachetti et des co-auteurs qui montrait qu'il y avait des très fortes inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, que les enfants de familles les moins aisées avaient 3 fois moins de chances d'aller à l'université que les enfants de familles les plus aisées. Donc ça semblait des fortes inégalités. En même temps, on se disait, c'est le système américain, on sait qu'il est très inégalitaire, c'est normal. Ils ont fait la même chose pour la France, ils ont eu l'opportunité d'avoir des données là-dessus. Et en fait, le constat, c'est que en fait, le degré d'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur en France, il est similaire aux États-Unis. C'est-à-dire, en France, les enfants de familles les moins aisées ont 3 fois moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur. En gros, ils ont 30% de chances d'accéder à l'enseignement supérieur contre 90%
pour les enfants des familles les plus aisées. Et donc ça, c'était un peu un choc parce que, effectivement, on se dit, en fait, on pensait qu'avec le système français d'enseignement supérieur, avec des frais d'inscription très faibles et qui sont remboursés pour les enfants de familles les moins favorisées, on est dans un système universaliste qui favorise l'égalité des chances. Et en fait, non, pas du tout. Et en fait, quand on regarde pourquoi ça, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des inégalités qui se sont créées en amont, et qu'en particulier, une des raisons principales pour lesquelles les enfants des familles les moins aisées ne vont pas dans l'enseignement supérieur, c'est que, en fait, ils n'ont pas leur bac, et donc ils ne peuvent pas rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc il y a tout un tas d'inégalités en amont qui sont créées, qui font que, du coup, on a ces inégalités en aval. Et donc, du coup, ça questionne vraiment la question de la création des inégalités et d'essayer de favoriser, depuis effectivement la petite enfance jusqu'à l'université, un accès égal aux ressources éducatives pour tout le monde. Ça veut dire donc que ce n'est pas une question d'argent, parce que l'une des grosses différences entre le système universitaire américain et le système universitaire français, c'est que le système universitaire américain coûte très cher, en tout cas beaucoup plus qu'en France, et donc ce n'est pas une question d'argent. Il faut remonter en amont pour voir ce qui se passe. Alors, ce n'est pas une question d'argent, en partie parce que, en fait, quand on pense au système effectivement américain, il y a certaines universités qui coûtent très cher, mais en fait, il y a d'autres universités qui coûtent moins cher. Et puis, il y a aussi un système de financement pour les familles les moins favorisées qui est quand même assez généreux. Et du coup, en France, en fait, quand on regarde donc ce même travail qui a été fait par Sébastien Grosbon et Cécile Bonneau, quand ils regardent la dépense publique d'enseignement supérieur, elle est régressive. C'est-à-dire que les familles les plus aisées, en fait, elles bénéficient plus de la dépense dans l'enseignement supérieur que les familles les moins aisées. Ils ont estimé à peu près qu'en gros, un enfant de famille aisée, il a il y a une dépense publique en enseignement supérieur d'environ 20 000 € pour toutes ces études, alors que c'est que 10 000 € pour les enfants les moins favorisés. Et donc, du coup, on voit bien qu'en fait, le problème, c'est pas effectivement une question d'argent, c'est une question d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces opportunités. Yannick Trigance, donc vous jouez le rôle du politique dans cette table ronde. Vous avez travaillé d'abord dans l'éducation comme professeur des écoles, directeur d'école, et puis vous avez aussi un engagement politique. Vous êtes actuellement conseiller régional Île-de-France et puis secrétaire national du PS en charge éducation sur le versant école, collège, lycée. Et donc, votre premier constat, vous aussi, c'est que l'école, elle, est très inégalitaire. Oui, je pense que l'école est profondément inégalitaire, c'est-à-dire que ça vient d'être évoqué. Le milieu d'où vous venez, l'endroit où vous vivez, détermine aujourd'hui une partie importante à la fois de votre parcours scolaire et de votre réussite future. J'ai été très intéressé par ce qui vient d'être dit. Je ne veux pas asséner trop de chiffres ce matin, mais quand on voit que 70% des enfants d'ouvriers ont un bac pro ou technologique, c'est 75% enfants de cadres et d'enseignants qui sont en filière générale. On voit bien que nous sommes dans un système où l'élitisme n'est pas tant républicain que social. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 7 enfants de cadres sur 10 qui seront cadres et 7 enfants d'ouvriers sur 10 qui seront ouvriers. Et que donc, la question se pose aujourd'hui d'un système éducatif qui permette à tout enfant, quel que soit l'endroit où il vit, le milieu d'où il vient, de pouvoir trouver, là où il va à l'école, et peut-être en reparlerons-nous tout à l'heure sur les solutions aussi à mettre en œuvre quand on voit le financement de l'État qui est également profondément inégalitaire dans tout un tas de domaines. On mesure qu'il y a donc un certain nombre de priorités. J'évoquais la question de l'origine sociale et des parcours scolaires, mais la question des dépenses en matière d'éducation pose aussi un certain nombre de sujets. Il y a des calculs, des études qui ont été menées et qui montrent, alors je vais peut-être un peu choquer et provoquer, mais concernant par exemple la comparaison du financement de l'État
pour un enfant qui se trouve en éducation prioritaire, l'État finance 18,80 € pour un enfant en éducation prioritaire concernant les activités périscolaires et de soutien. Et pour les classes préparatoires, et notamment l'école qui ont lieu très régulièrement le samedi matin, c'est 45 fois plus. Donc à un moment donné, il faut aussi que politiquement, on se pose la question qui renvoie également à quel type de société nous voulons. Est-ce que nous voulons une société dans laquelle tout enfant a le droit de réussir, et je parle bien d'un droit à la réussite, ou alors est-ce que, et c'est une approche politique que certains ont, considèrent qu'on doit, dès le plus jeune âge, mettre en place une école, et c'est sans doute le second défi, qui est, à mon sens, la question de la mixité sociale et scolaire. On en parlera tout à l'heure. On va y revenir, on pose les constats les uns après les autres. Jean-François Chanet, vous intervenez, vous arrivez juste au bon moment. Vous êtes historien de l'éducation, vous avez fait votre thèse sur l'enseignement primaire et le sentiment d'appartenance au XIXe siècle. Mais ensuite, vous avez eu donc des fonctions d'enseignement, mais aussi des responsabilités de gestion dans le système éducatif, puisque vous avez été recteur. Et c'est d'abord l'ancien recteur que je voudrais interroger. Vous avez été associé à plusieurs initiatives qui visaient à améliorer l'école, les réseaux d'éducation prioritaire, Parcoursup, le dédoublement des classes. Et on pose les constats dans un premier temps. Et je voudrais vous demander, vous, à partir de ces expérimentations, quels constats vous posez sur le système éducatif français? Oui, je vous remercie. Je suis arrivé à temps pour entendre des propos avec lesquels je me sens en plein accord, je dois dire. Et s'il faut tracer quelques lignes directrices de ce qui serait un bilan des 7 années et demie pendant lesquelles j'ai exercé ces fonctions de recteur, ce serait la difficulté de transformer en profondeur, comme il le faudrait, et suivant les objectifs qui viennent d'être énoncés, un système que l'on retouche de façon sectorielle, partielle, segmentée, pour diverses raisons qui tiennent à la difficulté politique, les résistances de toutes sortes, et venant de tous les côtés. Un recteur, c'est la difficulté de travailler avec les organisations syndicales, pourquoi ne pas le dire, mais aussi, lorsque j'ai vu à l'automne dernier, ou enfin début de l'hiver, le magazine Challenge titrait une interview du Premier ministre qui venait d'être nommé après avoir été ministre de l'Éducation nationale, « Sauvons nos enfants ». Je me suis demandé de quels enfants il s'agissait, ou plutôt j'ai déduit très vite que ce n'étaient pas ceux dont parlait à l'instant M. Trigance. Et donc là, il y a un danger redoutable. Voilà le bilan peu optimiste que je résumerai ainsi. C'est-à-dire absence de vision globale, donc absence de stratégie, si je comprends bien, et puis aussi... Problème de cohérence. Problème de cohérence. Un autre signe que je trouve tout à fait frappant, une réforme d'organisation générale qui ne concerne pas que l'éducation nationale, mais qui la concerne aussi, a été faite, qui est celle des régions. Or, qu'entend-on ces jours-ci? Il est question de les supprimer, de revenir donc à la situation antérieure, tout en donnant plus d'autonomie aux établissements. Dans une grande ambiguïté d'ailleurs, car on ne sait pas si ce sont les chefs d'établissement seulement ou les équipes des établissements qui auraient ainsi plus d'autonomie. Nous voyons la difficulté qu'il y a dans notre pays, où on prétend s'inspirer des modèles étrangers. Cette réforme des régions, quoi qu'on en pense, elle a été faite en pensant aux Länder. Et pour l'éducation nationale, c'est d'autant plus important que c'est au niveau des Länder en Allemagne que se situe la gouvernance de l'éducation. Les ministres de l'éducation en Allemagne, ce sont les ministres des Länder. Donc d'un côté, on s'oriente dans cette direction, et avant même d'avoir évalué ce que ça peut changer en bien, des voix s'élèvent pour dire non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en France, la forme territoriale, taboue, sacro-sainte,
c'est le département. On l'a bien vu avec le Covid, il a fallu revenir le département avec ses préfets, qui tiennent évidemment et qui défendent ce système. Mais si on est prisonnier de ce type de contradiction, où on n'arrive pas à trouver le bon échelon territorial et administratif, parce que l'État déconcentré a évidemment à agir, à relayer les décisions qui, d'ailleurs, seraient supposées prises par la représentation nationale en ces matières, plutôt que par un exécutif seul. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème qui se situe déjà au niveau de l'organisation de la gouvernance, pas seulement dans la définition des objectifs. Bel exemple effectivement d'incohérence, ce qu'a dit hier le président de la République sur la remise en cause du découpage régional va en fait dans le même sens, parce qu'on n'a pas l'impression que ça s'intègre dans une réflexion plus large sur l'organisation et savoir à quel niveau doivent être prises les décisions. Je voudrais donc constat assez général d'une école qui est très inégalitaire. Gabriel, je voudrais qu'on creuse un petit peu la question cette question des inégalités, au-delà de ce que vous avez déjà commencé à dire. Qu'est-ce qui explique qu'on est au-delà, encore une fois, des points que vous avez déjà évoqués, est-ce qu'il y a d'autres points qui expliquent pour vous ce fonctionnement extrêmement inégalitaire de l'école française ? Je pense que Luc a aussi probablement des choses à dire là-dessus. Oui. Mais c'est vrai que, et ce qui a déjà été dit, c'est qu'en fait, on est dans un système où, en théorie, il y a une répartition assez universelle des budgets. Il y a en théorie aussi quand même un budget un peu supplémentaire qui est accordé aux établissements en éducation prioritaire, mais en pratique, on voit que quand on regarde précisément les qualifications des professeurs dans les écoles en réseau d'éducation prioritaire, quand on voit l'argent qui est mis, etc., on voit qu'en fait, c'est pas une répartition égale des ressources. En particulier, on sait très bien qu'il y a un système d'allocation des professeurs qui fait que c'est les professeurs les plus inexpérimentés qui sont envoyés dans les établissements où les gens ont moins envie d'aller parce que c'est plus difficile. Et qu'on sait très bien aussi qu'il y a une courbe de progression dans l'efficacité des professeurs et que quand ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on enseigne, on est beaucoup plus efficace que quand ça fait 1 an. Et en plus, c'est pas forcément la meilleure façon d'avoir mis le pied à l'étrier que d'être envoyé comme ça. Et donc, il y a vraiment une question, je pense, de l'allocation des ressources. Donc, l'allocation des enseignants, c'est une première question. C'est quand même un système d'allocation qui est extrêmement rigide. Et qui ne permet pas forcément d'allouer de façon égalitaire les ressources. Donc ça, c'est un premier point. Et après, effectivement, il y a une allocation aussi des autres moyens qui, finalement, ne permet pas non plus nécessairement d'avoir des marges de manœuvre sur les endroits où on aurait le plus besoin des ressources. Et on voit bien aussi, en plus, que là, pour les enseignants, il y a le problème du manque d'enseignants et du manque de vocation qui va être particulièrement problématique dans ces endroits où on aurait le plus besoin d'avoir des enseignants. Donc ça, c'est un premier problème. Et il y a aussi un deuxième problème qui est que, en fait, quand on regarde, toutes les familles n'ont pas les mêmes opportunités d'accéder aux différents types d'enseignement. Et en particulier, il y a quand même un gros problème en ce moment actuellement de l'opportunité d'accès à l'enseignement public ou à l'enseignement privé, où finalement, on voit bien qu'on est dans un contexte qui est quand même assez particulier, qui est un contexte de baisse démographique massive. C'est-à-dire que depuis 2010, qui était le pic démographique le plus récent, les naissances ont baissé, le flux de naissances a baissé environ de 20% en France. Et dans à Paris, c'est plutôt 30%, parce que les gens en plus sont partis avec le Covid. Donc on est dans un contexte où en fait on va avoir de moins en moins d'enfants, donc c'est de plus en plus important d'investir sur eux, mais en même temps il y a vraiment une question vraiment là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup on profite du fait qu'il y a moins d'enfants pour essayer de garder les ressources pour l'enseignement en général et mais la question c'est comment les réallouer de manière à ce que ça bénéficie le plus aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc ça c'est une vraie question. Or là on voit qu'actuellement la marge d'ajustement, elle se fait essentiellement dans l'enseignement public
et très peu dans l'enseignement privé. Donc c'est très très clair, par exemple à Paris, où il y a eu énormément donc ça arrive évidemment beaucoup aussi dans le secteur rural, des fermetures d'écoles, mais ça arrive aussi du coup dans les grandes villes. Et donc à Paris, on a une étude de Julien Grenet qui montre ça très bien. Il y a eu, du coup, on commence à avoir des fermetures d'écoles très très importantes dans le secteur public, mais il y a très très peu de fermetures de classes dans le secteur privé. Et donc on commence à avoir une répartition sociale des différents secteurs qui avaient déjà commencé à devenir de plus en plus inégalitaires. Donc on n'est plus dans un système comme au moment des lois sur la liberté de choix de l'école, où il y avait l'idée que, en fait, il y avait différents secteurs et qu'il y avait des différences culturelles qui faisaient que certains parents voulaient aller dans le secteur privé, d'autres parents voulaient aller dans le secteur public, mais qu'en en fait, ce n'était pas une question de composition sociale. Maintenant, quand on regarde, on voit qu'il y a une énorme différence de composition sociale entre le secteur privé et le secteur public. Et un des problèmes, c'est que le secteur privé et le secteur public ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et en particulier, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles d'affectation. Et donc, du coup, ça crée des inégalités d'accès à différents types d'enseignements qui sont quand même très problématiques. On creusera évidemment cette question publique-privée, hein, qui est une question tout à fait importante. Luc, est-ce que vous avez d'autres éléments d'approfondissement que ceux de Gabriel? Oui, je souscris à ce que vient de dire Gabriel. Je voulais repartir simplement de ce que disait M. Chanet. Sauvons nos enfants, ou les enfants. Je trouve que ça annonce souvent le sauve qui peut, quoi. Donc, et chacun pour soi, évidemment, tout ce qui va avec. Le constat des limites d'un système, il est toujours bon à poser, ça permet d'avancer, etc. Les constats du type « le niveau baisse », il y a un très bon livre de Christian Baudelot et Establé. Voilà, le niveau, il a toujours baissé si on regarde les publications depuis tout le temps. Depuis 1880, le niveau baisse. Donc, pardon, même avant. Donc voilà, chaque génération est inquiète que la génération suivante ne suit pas ces glorieuses trajectoires. Donc, c'est bien de faire des constats un petit peu comme ça, des limites de notre système. Ce qui me fait très peur, personnellement, c'est que sur la base de ce constat, on peut faire n'importe quoi. On peut dire, voilà, l'école publique ne marche pas, donc allez, hop, on bascule tout sur le privé. On peut faire vraiment des grosses erreurs. Or, ce que nous montre, alors, je vais revenir un petit peu à notre repère, mais ce que montre ce repère, c'est que certaines grandes réformes sont catastrophiques, alors notamment sur les inégalités. Et il y a parfois, quand on regarde par exemple tout ce qui est vouchers, et en particulier les grosses réformes comme le Chili, ce qu'on sait très bien faire, c'est créer des inégalités. Est-ce qu'on sait rendre le système plus efficace ? Moi, je crois que oui. Ce qu'on arrive à montrer, c'est sur des réformes peut-être un petit peu moins grandiloquentes, un petit peu moins flashy. On arrive à faire des choses importantes. Alors, parfois, c'est des questions toutes bêtes de ressources, mais sur les ressources, là, je peux caler dans le sens de Gabriel. OK, c'est 7% du PIB, et alors, on est dans une économie de la connaissance, oui ou non. Si on regarde un petit peu historiquement les questions sur le niveau souhaitable de la population, il y a un article de Tinbergen dans les années 70 qui a popularisé l'idée de course entre la technologie et l'éducation. Grosso modo, est-ce qu'on est en train de trop éduquer par rapport à nos besoins ? Voilà, l'offre augmente et du coup, l'offre de travail qualifié augmente et les salaires vont baisser. Ok, ce débat, il se posait. Il y a un livre de Friedman, Richard Freeman, pas le Milton, qui était sur Overeducated American. Est-ce qu'on a trop... ce débat-là, aujourd'hui, il nous fait presque rire. Oui, il y a peut-être eu quelques moments où on a un petit peu trop poussé sur l'offre d'éducation, mais là, clairement pas. Les rendements collectifs à investir dans l'éducation sont énormes. Et là, tous les raisonnements très simples d'économie disent
que ça nécessite des subventions publiques parce qu'il y a une grosse part d'externalité. Ça nécessite une régulation du système parce qu'on voit très bien toutes les forces centripètes, etc. Donc voilà, comme on a fait ces constats un petit peu alarmistes, etc., on pourrait se dire, jetons tout, table rase, repartons, ou revenons complètement en arrière parce qu'avant avec les uniformes ça marchait bien. Et je pense qu'il faut vraiment se garder de ça. Et s'appuyer sur des choses parfois plus modestes, qu'on sait, voilà, la taille des classes, ça c'est une bonne idée sans doute, des doublements, et des doublements ciblés, parce que les études montrent qu'en plus, ça bénéficie davantage aux enfants de milieux modestes. Donc voilà, faisons déjà ces choses assez simples, sans dire le choc démographique, c'est l'occasion de réduire les investissements, les ressources, parce que ce serait une grosse bêtise. Et je pense que ça permettra d'avancer de façon un petit peu plus constructive, et aussi dans un cadre où on n'est pas à dire les ressources vont diminuer, tout va mal se passer. Donc c'est le moment de se couvrir et de tirer à soi la couverture. Yannick, vous avez évoqué donc les inégalités, vous commencez à venir sur le constat de la mixité, pas de la mixité homme-femme, mais de la mixité sociale. Et ça a déjà été évoqué évidemment un petit peu par Gabriel. Comment vous voyez cette question quel constat vous portez sur la mixité sociale des établissements scolaires? Je pense qu'il y a une question de fond qui est la suivante. Est-ce que l'on peut préparer notre jeunesse au vivre ensemble si on ne scolarise pas ensemble, sur les mêmes bancs d'une même école de la République, ces enfants-là? La question de fond, c'est celle-ci. Et donc, l'absence de mixité sociale et scolaire, je la vois comme une bombe à retardement pour notre société. Vous avez un certain nombre d'endroits où finalement ne restent plus que ceux qui ne peuvent pas partir. La réalité dans un certain nombre de quartiers, c'est celle-ci aujourd'hui. Et qu'on est face à une situation, et c'est parfois compliqué dans l'opinion publique d'aller à l'encontre de ce qui est véhiculé, et parfois au plus haut niveau de l'État, même si la question de la mixité sociale et scolaire est étrangement absente des discours tant présidentiels que ministériels. L'actuel président de la République, comme les nombreux ministres successifs de l'éducation, ne s'expriment pas sur le sujet, hormis pour dire, notamment une ministre de l'Éducation nationale, je dis bien précédente, qui dit qu'elle a mis ses enfants dans le privé parce que là, au moins, elle est sûre que tout va bien se passer. Ça renvoie aussi quand même, en termes de responsabilité nationale, à une image de l'école de la République qui, je trouve, est pour le moins problématique. Je pense que cette question-là, aujourd'hui, elle est centrale. C'est quel type de société que l'on veut pour aujourd'hui et pour demain. J'étais très sensible à ce qui était dit tout à l'heure sur l'enseignement public et l'enseignement privé. Je pense que le jour où chaque parent, là où il vit, en bas de son immeuble, dans son quartier, sera persuadé que dans l'école publique de son quartier, son enfant trouvera tout ce dont il a besoin pour réussir son parcours, je pense que la question du public et du privé ne se posera plus de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, une des grandes problématiques, c'est, entre guillemets, l'attractivité du secteur public et le fait que tout parent, très normalement, et tout grand-parent aussi, a envie que son enfant réussisse et donc veut les meilleures conditions. Or, les inégalités que l'on évoque depuis tout à l'heure montrent bien qu'aujourd'hui, la réalité d'une égalité républicaine n'existe plus. Dans mon département de la Seine-Saint-Denis, un enfant entre la classe de petite section et la fin de la terminale, il va perdre l'équivalent d'une année scolaire complète par manque d'enseignants non remplacés. Donc là, en termes d'inégalité, on est quand même au cœur du sujet. Qui plus est sur la question donc la question de l'attractivité du secteur public, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Au regard de cela, la question de l'enseignement privé, bon, on est quand même quasiment le seul système au monde où
les deniers publics, à hauteur de 73%, financent l'enseignement privé qui, comme vous l'avez dit à l'instant, ne remplit pas les mêmes obligations que le secteur public. Moi, j'ai été directeur d'école publique pendant longtemps, avant d'être inspecteur. Les enfants qui partaient de mon école pour aller dans l'école privée à côté revenaient 15 jours après et je les acceptais. Donc on a quand même un sujet dans notre pays. Vous le savez, 93% des établissements privés sont sous contrat et il est bien écrit dans le Code de l'éducation que l'enseignement privé, au même titre que l'enseignement public, doit remplir des missions de service public, et notamment la question de la mixité sociale qui, depuis 2013, est inscrite dans la loi, et que donc l'enseignement privé devrait remplir ses obligations de mixité sociale. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Finalement, quand on regarde aujourd'hui le profil et donc la publication des indices de position sociale, etc., démontre bien que l'enseignement privé trie et sélectionne ses élèves. Et donc on a finalement qui se met en place aujourd'hui un système renforcé, je le dis sans polémiquer, mais bon, ce qui se met en place depuis 2017 renforce une école du tri et du séparatisme dès le plus jeune âge. Et donc, ce que l'on porte pour l'école, c'est le projet que l'on porte pour la société. Et donc, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir des enfants de milieux sociaux différents qui vont grandir ensemble? Si ce n'est pas le cas, ça signifie que demain, nous nous préparons à une société où des adultes vivront les uns à côté des autres et non plus les uns avec les autres. Alors, avant d'aller vers les solutions, je voudrais qu'on aborde un dernier thème sur le constat. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises les uns et les autres, mais qu'on le creuse un tout petit peu, qui est la question des ressources financières, des ressources humaines. Peut-être commencer avec vous, Jean-François, dans votre expérience de recteur, sur comment se fait cette affectation. Est-ce qu'il y a de la liberté? Est-ce qu'il y a de la contrainte? Quel jugement portez-vous? Bien, je vais une fois de plus prolonger ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle sait bien ce que sont les IPS, les indices de position sociale. C'est un indicateur qui a été construit par la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère, qui calcule donc par établissement la composition socio-professionnelle des familles. Pour illustrer ce qui a été dit, la Gazette des communes, publiée l'an dernier, puisque le ministère a été contraint par une mesure d'ailleurs de justice à publier ces IPS, au-dessus de 140, c'est-à-dire les IPS les plus élevés, les catégories sociales les plus élevées, 66% des enfants sont dans l'enseignement privé. De l'ordre de 3% à la dernière catégorie, en dessous de 90. Donc le service public supporte, cela a été dit, je ne peux qu'abonder, supporte pour l'essentiel le poids des misères sociales. À un moment où il est demandé à l'école d'être plus inclusive. Ce qui fait que l'on a une séparation, une segmentation, c'est le mot que j'employais tout à l'heure, qui remonte à la politique d'éducation prioritaire, qui a été conçue initialement, il ne faut jamais l'oublier, par Alain Savary comme une politique expérimentale, ciblée dans des territoires qui avaient été identifiés comme particulièrement nécessiteux, qui n'a pas fait l'objet à aucun moment depuis, lorsqu'elle a été plusieurs fois révisée, amplifiée, d'une mesure législative d'ensemble. C'est à chaque fois par voie réglementaire, circulaire. Donc, j'y reviens, la représentation nationale ne s'est jamais vraiment prononcée sur cette politique. Et cette politique, aujourd'hui, il faut relire la circulaire d'Alain Savary de 81. Il prévoyait très lucidement que si on pérennisait les choses, si on
donner un caractère structurant. On allait ghettoiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a des territoires, on a des écoles et des collèges qui, étant placés au cœur de quartiers qui sont eux-mêmes des concentrés de misère, ne peuvent être que homogènes du point de vue de leur recrutement. Donc vous voyez comment tout le débat sur les ressources, les moyens, etc., est déjà biaisé d'emblée par le fait que quoi qu'on fasse, c'est ou le tonneau des Danaïdes ou un moindre mal, dont il est très difficile d'évaluer l'effet réparateur parce que les contraintes de départ sont telles que c'est très difficile. Cela dit, pour vous répondre, je n'oublie pas votre question et je serai bref parce que je ne veux pas abuser. Oui, il a été mis en place en 2015 par la ministre Najat Vallaud-Belkacem une allocation progressive des moyens. Donc, c'est à nous, dans les académies, à partir évidemment d'indicateurs qui doivent tenir compte de la diversité des territoires et ne pas laisser totalement à l'écart les écoles rurales qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, car toutes les difficultés ne sont pas exclusivement concentrées dans les secteurs d'éducation prioritaire. Mais c'est une marge de manœuvre, comme vous le dites, et c'est le mot juste, c'est-à-dire c'est à la marge que l'on peut, à un moment et dans des circonstances où l'enseignement privé, lui, nous n'avons pas les moyens, pas les mêmes moyens de corriger. La ministre, à l'époque, voulait lancer une expérimentation sur les territoires où on aurait corrigé par secteur en incluant les collèges privés et réparti plus également. Parce que vous avez des situations, aussi bien dans certains arrondissements de Paris que dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de bien des villes de province, où à 700 ou 800 mètres de distance, vous avez des collèges dont la composition est extrêmement contrastée. Donc l'idée était de réunir, de retoucher la carte, mais ça supposait l'adhésion des conseils départementaux, puisque les collèges, c'est les conseils départementaux. Et là, vous vous doutez bien, n'oublions jamais qu'à quelque niveau que ce soit, depuis la commune jusqu'aux régions, je le dis devant vous et je suis sûr que vous en êtes très conscient, on fait la politique de ces électeurs. Et un de nos problèmes, c'est que dans ces quartiers, on ne vote pas. Regardez les taux d'abstention énormes aux dernières municipales de ces quartiers. Là aussi, ça doit inspirer nos représentants. Alors, il y a même des exemples de choses qui se font, pour reprendre ce que qui sont intéressantes. Et je voudrais, comme vous le disiez, Luc, et que vous nous racontiez un tout petit peu l'exemple sur lequel il y a eu des travaux sur une expérimentation qui est donc l'internat d'excellence de Sourdin. Sourdin, c'est en Seine-et-Marne. Une expérimentation assez intéressante qui a été faite. J'aimerais que vous nous le racontiez, que vous nous disiez les leçons que vous en tirez dans un cadre plus large. Parce que si on fait une expérience ponctuelle et que quand on la généralise, ça ne marche pas, il faut aussi se poser des questions là-dessus. Oui. Alors, je vous raconte un petit peu en quoi consistait cette expérimentation des internats d'excellence. Donc, c'est une initiative assez datée, même s'il a été reprise sous différentes formes, datée des années du mandat de Nicolas Sarkozy, et qui suivait d'assez près les émeutes de 2005. Avec l'affirmation d'un certain volontarisme pour les élèves. Alors peut-être pas tous les élèves, il y avait un petit biais méritocratique, les élèves méritants dont le cadre familial et social ne permettait pas de progresser. Donc, en quoi ça consistait ? Ça consistait dans des zones en particulier de l'éducation prioritaire, à proposer à des élèves dont le niveau scolaire, quand on l'évalue ex post, était un niveau scolaire médian à peu près à l'échelle de la France, de partir en internat. Donc c'était souvent proposé, notamment par les principaux des collèges de ces élèves. On pouvait y arriver au collège, en lycée.
Et en particulier, un de ces internats, c'est l'internat de Sourdin, dans une ancienne caserne militaire. Alors il y a beaucoup d'aspects qui peuvent ressembler un petit peu au séparatisme scolaire, dans la forme que ça prend, dont on a parlé. Déjà, il y a simplement le fait que des élèves sont extraits d'une certaine façon de leur collège initial. Et qu'ils, sur la base du volontarisme, et que là, ils bénéficient à la fois de beaucoup plus de moyens. Le coût de la scolarité à Sourdin, c'est le double du coût de la scolarité dans un collège ou dans un lycée plus standard. Ils bénéficient d'un meilleur taux d'encadrement. Ils ont aussi des professeurs qui ont choisi de participer à cette expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses à la fois. Ils ont aussi ce cadre de l'internat avec des heures d'études, etc. Donc un ensemble de changements. Alors on peut aimer, pas aimer ces changements, etc. Et moi je suis un peu malheureusement en peine de vous dire quel élément en particulier. Est-ce que c'était l'uniforme en l'occurrence, ou est-ce que c'était le fait d'avoir un groupe de pairs particulièrement motivé, ou est-ce que c'était les enseignants, ou est-ce que... Voilà, ça je ne sais pas tellement le dire. Ce que l'on a pu montrer de façon très très rigoureuse, parce qu'en fait il y avait plus d'élèves que de places, et donc on a pu avoir un groupe de comparaison qui était complètement représentatif, qui de fait a été tiré au sort. On a pu suivre les trajectoires des élèves. Alors, on les suit pendant un premier temps, au bout de 2 ans, et là, le constat, il n'est pas enfin, il est un petit peu mi-figue, mi-raisin, puisqu'on montre que ces élèves, dont à peu près la moitié, juste pour vous donner une idée, donc c'est un niveau médian, mais c'est beaucoup d'élèves issus de l'immigration. Bon, ce qu'on mesure là dans le fait qu'une grosse moitié de ces élèves de l'internat d'excellence de Sourdin sont dans des familles où on parle régulièrement une autre langue que le français. Bon, c'est une mesure comme une autre, mais qui est assez fréquemment utilisée dans les panels de l'ADEPE. Donc voilà, on a une population qui clairement a été sélectionnée, et c'est une forme... de discrimination positive, si on veut, au sens où on alloue beaucoup plus de moyens sur ces élèves-là. Bon, ce qu'on observe au bout de 2 ans, c'est une nette progression des résultats en mathématiques, pas de progression des résultats en français, et au moins la première année, une baisse de l'estime de soi, etc. Donc ce n'est pas une solution miracle, au sens où, hop, ils sortent de leur cadre familial et ils sont heureux et ils apprennent. Bon, et voilà, constat au bout de 2 ans. Constat qu'on vient d'avoir maintenant grâce au suivi de ces élèves dans les données administratives, non seulement jusqu'au bac, mais dans le supérieur, c'est que là, les effets sont massif. Donc, juste pour vous donner un exemple, on passe de 47% d'obtention du bac à 70%. Pour 2 ans, en moyenne, passés dans l'internat d'excellence. Autrement dit, et si on regarde dans le supérieur, le taux d'obtention d'un diplôme du supérieur, si on regarde tous les indicateurs, si on regarde le salaire prédit au niveau du plus haut, en raison du plus haut diplôme obtenu, on obtient des changements absolument radicaux. Alors, qu'est-ce que je tire de ça? Je tire de ça que toutes les histoires sur le déterminisme social, aussi sur le déterminisme des 3 premières années de la vie, etc., ça ne tient pas face à une intervention forte, dont on peut discuter. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, finalement, de diviser la taille des classes pendant 2 ans? Ça coûte la même chose. Peut-être que ça aurait été aussi bien plutôt que... Ça, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, ça montre de façon très, très claire qu'on peut changer de façon radicale les trajectoires scolaires, avec effectivement un coût très important. Mais bon, est-ce que 20 000 euros pour des salaires qui augmentent de 10%, pour, etc. Est-ce que, oui, la réponse est ça vaut la peine. C'est un investissement qui a tout à fait du sens. Voilà, je m'arrête peut-être là, mais il y a énormément de leçons. Alors, Jean-Marc a tout de suite dit, bon, essayer de tirer un peu plus de généralité. Alors parfois, en économie d'éducation, on a un peu du mal à tirer plus de généralité. Je ne vais pas dire, envoyons tous les élèves en internat, ça sera mieux. Clairement pas. Ce qu'on peut apprendre davantage, mais là, ça demande un petit peu de rentrer dans le détail, c'est de se dire, à partir de ce choc énorme, qu'est-ce qui fait exactement que les trajectoires scolaires changent, etc. Et ça peut donner des idées sur d'autres dispositifs. L'internat, ça ne sera pas mené à échelle, mais en tout cas sur une intervention qui puisse agir à la fois sur les connaissances, sur l'estime de soi, sur l'ambition scolaire, etc. On apprend beaucoup de choses de ce type d'expérimentation. Évidemment, ensuite, il y a toute la difficulté de savoir
ce qu'il faut en faire. En termes de généralisation, c'est bien que c'est toujours très très compliqué. Yannick, ultime constat sur les enseignants. Vous avez commencé à en parler. Comment voilà. Oui, je pense que ça a été évoqué également tout à l'heure. Je pense que c'est pour moi le troisième défi, c'est-à-dire que la situation des enseignants aujourd'hui dans notre pays est extrêmement difficile. Ce sont les enseignants français qui sont parmi les moins bien payés, donc des pays de l'OCDE. Ce sont les enseignants qui sont les moins formés, tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue qui est quasiment aujourd'hui inexistante, en tout cas très insuffisante. Ce sont également les enseignants qui ont le plus d'élèves dans leur classe. Donc en fait, nos enseignants cumulent l'ensemble de ces difficultés. Et donc, on a dans notre pays aujourd'hui, on le voit bien, alors ça ne concerne pas que la France, la question du recrutement qui était évoquée tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement prononcé. Et dans certains départements, on ne trouve plus de candidats pour pouvoir donc être enseignant. Donc se pose la question de la revalorisation financière de nos enseignants. Aujourd'hui, lorsque vous démarrez avec les salaires de base à Bac+5, il y a des jeunes qui réfléchissent et qui vont faire autre chose. Enfin, pour vous retrouver du jour au lendemain après un speed dating de 30 minutes où on vous dit bon, ben, c'est bon, vous pouvez être enseignant et lundi vous êtes en classe, je vous assure que dans un certain nombre d'endroits, c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a cette question-là. La question évidemment, moi j'étais à l'école normale à l'époque, je ne vais pas jouer les vieux dinosaures, mais j'ai eu 3 années de formation qui nous ont permis ensuite d'aller sur le terrain. La question, on l'a dit aussi, des conditions de travail, elle est déterminante. Aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de démissions dans l'éducation nationale, assez significative. Et on a aussi, d'un point de vue de la santé, et donc des burn-out qui sont en augmentation. Il faut quand même savoir que dans une administration de plus de 1 million de personnels, moi par exemple, je parle de ce que je connais, en 25 ans, je n'ai pas eu une seule fois une visite de la médecine du travail. C'est-à-dire que nos enseignants aujourd'hui ne sont pas accompagnés d'un point de vue de la gestion des ressources humaines. On a un autre sujet, moi j'ai eu la chance de pouvoir passer à un moment donné de l'éducation nationale dans la fonction publique territoriale, ça reste aujourd'hui quasiment impossible. Or, vous vous retrouvez à 60 ans en petite section quand vous enseignez depuis l'âge de 20 ans, je peux vous dire que c'est quand même assez compliqué. Donc on a aussi cette question-là pour les enseignants. Et puis, un dernier point, je pense qu'aujourd'hui, nos enseignants sont maltraités et sont déconsidérés dans leur statut et dans ce qu'ils représentent au cœur de la République. Je m'explique. Lorsque, d'un point de vue pédagogique, les enseignants sont systématiquement, je le dis, assommés d'injonctions pédagogiques en leur disant voilà comment il faut faire. J'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Jean-Michel Blanquer et qui avait envoyé aux enseignants des petits livres, non pas des petits livres rouges, mais des petits livres oranges, où on expliquait à l'enseignant comment il devait conduire sa séquence de mathématiques. Je pense que traiter les enseignants de cette manière-là, c'est une forme de déconsidération et même de mépris assez, je trouve, assez dommageable. Donc la question de l'image de l'enseignant aussi, au cœur de notre société, elle se pose aussi en ces termes-là. Bon, tout ça fait une série de constats qui ne sont pas extraordinairement emballants, on va dire. On va essayer de voir même comment est-ce qu'on peut améliorer, parce que c'est le sujet de notre table ronde. Donc, quel levier pour améliorer le système à partir de ces constats? Je vais peut-être commencer par vous, Jean-François. Voilà, quels sont les principaux leviers qu'il faudrait, selon vous, actionner pour améliorer? Apparemment, il y a de la marge de manœuvre, là. Oui. Et on espère que la marge n'est pas trop réduite.
Pour ma part, je commencerai par mener ce que Jules Ferry, avant Jean-Michel Blanquer, a appelé la politique de la confiance, mais elle ne se traduirait pas sur le mode qui vient d'être décrit, qui est bien celui qui a eu lieu. Parce qu'on a vu à quel point elle avait provoqué, cette politique, la défiance et la colère. Donc, vous vous souvenez peut-être, c'était dans les années 80, d'un livre de Hamon et Rothman, « Tant qu'il y aura des profs ». Eh bien, pour moi, ce titre, et dans une large mesure, l'analyse reste parfaitement valable. Malgré tout ce qui vient d'être dit, qui est vrai. Mais si nous rajoutons de la défiance ou des doutes sur les capacités des enseignants, des professionnels de l'éducation en général d'ailleurs, car une chose importante et que la crise Covid a bien révélé, c'est à quel point ce sont des collectifs où chaque professionnel compte, c'est-à-dire des personnels qui sont à la fois enseignants et d'autres qui sont les personnels des collectivités, des agents, etc. Plus ce collectif est soudé, meilleure est la qualité d'ensemble du climat scolaire, qui est une notion qui a pris de l'importance. Mais faisons confiance, malgré les difficultés de formation qui ont été dites et qui sont vraies, si on rajoute du soupçon sur la capacité des enseignants à faire face, et en particulier en matière de laïcité, eh bien, on se trompe. Car ils sont les mieux placés pour résoudre, avant que ces problèmes ne prennent des proportions grossies par la loupe médiatique, des solutions et l'apaisement. Donc, une politique de reconnaissance, et évidemment, si elle ne peut être un peu plus que symbolique, ce sera mieux. Jean Zay, dont on va commémorer dans quelques jours l'anniversaire, le 80e anniversaire de son assassinat au coin d'un bois par des miliciens français, dans son journal de captivité, Souvenirs et solitude, s'en prend assez violemment à l'inspection des finances, en parlant de l'obsession de l'équilibre budgétaire qui, pour lui aussi, déjà avait été un frein aux mesures qu'il voulait prendre. On sent bien qu'évidemment, si on voulait aller vers une revalorisation massive, en même temps qu'une augmentation du nombre des postes, le coût serait conséquent. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, nous devons aussi le garder en tête. Ce sont des choix politiques globaux de priorité pour l'avenir d'une jeunesse qui est aussi dans la situation démographique qui a été décrite. Il faut bien avoir à l'esprit, c'est l'historien qui va finir cette réponse, qu'il a fallu la saignée de la guerre de 14 et les phénomènes qu'on appelle de classe creuse, des enfants qui ne sont pas nés du fait de la saignée démographique chez les hommes jeunes, en âge de procréer, pour que, à Paris, pas dans les campagnes, la moitié d'une classe d'âge arrive au niveau du certificat d'études. Seulement la moitié. Donc, quand vous entendez idéaliser le temps des hussards noirs de la République et de leurs résultats, c'est une mythologie complète. Donc, ne spéculons pas effectivement sur le déclin démographique pour produire à lui seul l'élévation du niveau qui est supposé en effet avoir baissé de toute éternité depuis que le système existe, ou à peu près. Luc, vos pistes, vos leviers d'amélioration? Je vais continuer avec les enseignants, peut-être en partant d'un petit témoignage. Je pense qu'une des choses sur lesquelles on a parfois un petit peu du mal à bien saisir les choses, c'est on dit de la formation et en même temps pas de petit livre orange. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Enfin, il y a un petit peu... alors je sais pas, moi parfois on a l'impression effectivement que une fois qu'on a stressé tout le monde, on peut leur raconter tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a montré un manque de considération, c'est très difficile de mobiliser les gens. Bon, je pense que ça c'est déjà une partie de la réponse. Après, il y a cette question de comment on peut utiliser des savoirs qui évoluent, et notamment ce que produit la recherche.
Et là, je pense qu'il faut à la fois être assez optimiste et assez modeste. J'aurais peut-être tendance à avoir un biais personnel à dire tout ce qu'on ne sait pas, etc. Mais je crois que c'est quand même une bonne posture de départ. Surtout si cette posture s'accompagne de dire, du coup, ce qu'on sait, qui est lié à un contexte donné, etc., il demande à être adapté, à être aussi adopté par les acteurs et notamment par les professeurs. Alors moi, je suis dans mes projets une méthodologie qui peut parfois un peu faire peur, qui est celle de tests randomisés. Voilà, on va tester l'effet de telle ou telle intervention en ayant des classes tests, des classes témoins. Donc, alors, vous imaginez tout ce que ça peut véhiculer comme fantasme. Donc, ça y est, maintenant, on est les cobayes du ministère, etc. Enfin, voilà, on imagine bien la charge émotionnelle que ça peut avoir, y compris aussi par rapport à un principe d'égalité. Bon, déjà, on désamorce pas mal de choses en disant que ce type de méthode n'a d'intérêt que si c'est pour apprendre comment mieux faire. Il ne s'agit évidemment pas de juger telle ou telle personne, telle ou telle école, etc. Parce que bon, ça, on en fera quoi? Enfin, donc la question, c'est plus sur des questions d'orientation, sur des questions de relations entre les parents et leur école. Est-ce qu'on n'a pas des idées de choses qu'on pourrait tester? Et à la fin, le simple fait d'avoir fait ça de façon un petit peu collective, un petit peu concertée, de s'être mis d'accord sur les alternatives intéressantes, de s'être mis d'accord sur la façon dont on va juger de la pertinence de telle ou telle intervention, est-ce que ça ne peut pas créer une dynamique commune intéressante? Et je crois qu'on a de bons exemples de ça. Par exemple, ce qu'on appelait la mallette des parents, qui consistait finalement en un dispositif assez simple d'invitation des parents à 3-4 réunions dans l'année avec un principal et un professeur volontaire. Bon, voilà, on obtient des effets d'une taille absolument surprenante sur le comportement des élèves et même un peu sur les résultats scolaires. Donc voilà, il y a des choses quand même qui sont finalement parfois un petit peu surprenantes, et parfois d'une grande simplicité. Alors quand on présente ces résultats-là, on tombe sur un mélange de personnes qui vous disent non, mais ça c'est évident, on le savait déjà, ça avait forcément marché, et d'autres qui disent mais non, c'est même pas possible, ces résultats sont nuls et non avenus. Donc on voit bien pourquoi c'est utile, parce qu'il faut passer certaines barrières d'a priori, mais quand on arrive à passer ces barrières-là, et dans mon expérience, souvent avec les enseignants, on n'a pas trop de problèmes quand on est assez transparent sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apprendre, etc. Quand on est un peu modeste, on a passé beaucoup de temps récemment sur les questions d'orientation avec l'ONICEP, et quand on a eu ces conférences sur Zoom, dont on aurait pu se dire quand même, les pauvres enseignants, on leur propose sur leur pause déjeuner ou à 19h le soir quelque chose, on va leur expliquer un protocole expérimental, etc. On avait un intérêt et une bonne volonté évidente. Donc voilà, je pense que comment est-ce qu'on mobilise ça à l'échelle? Vous allez me poser la même question, mais je crois qu'en fait, l'échelle, parfois, c'est plein de petites choses qui fonctionnent et ça redonne aussi espoir. Il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que la tâche est tellement énorme qu'on ne va jamais y arriver. Bon, mais c'est un peu café-commerce, mais en général, on marche en faisant un pas puis un autre, etc. Donc faire confiance, nous dit Jean-François. Luc, vous nous dites évaluer collectivement. Hein, ce n'est pas une évaluation qui tombe du haut comme ça, mais avec un vrai travail collectif sur l'évaluation. Gabriel. Moi, je vais faire la synthèse entre les deux. C'est-à-dire aussi aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et voir, effectivement, on n'a pas une solution miracle, on sait pas, on voit il y a des choses qui fonctionnent ailleurs, est-ce que ça va fonctionner en France, on ne sait pas, etc. Et effectivement, c'est très important de pouvoir expérimenter et du coup, en expérimentant, de faire confiance aux acteurs sur le terrain pour expérimenter et trouver des solutions. Comme nous, on est économistes, effectivement, expérimenter, si on veut vraiment arriver à tirer des conclusions de ça, ça nécessite effectivement de mettre en place un protocole expérimental où on peut comparer finalement les trajectoires d'élèves comparables et donc du coup, effectivement, potentiellement de faire des tirages aléatoires. Mais du coup, c'est quoi les expérimentations qu'est-ce qui a marché ailleurs et qu'on n'a pas encore essayé en France? En fait, il y a quand même, dans les pays anglo-saxons, il y a eu une énorme révolution qui s'est faite avec en fait, de donner plus d'autonomie au sein du système public à des établissements. Donc aux États-Unis, ça s'appelle les charter schools. En Angleterre, c'est l'académisation.
Donc ça reste des écoles publiques, c'est financé par le public. Il y a aussi des financements privés d'ailleurs qui sont arrivés. Enfin, il faut que ce soit fait avec beaucoup de financement, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faut mettre de l'argent dessus. Et ensuite, ça consiste à donner plus d'autonomie aux établissements dans la façon d'organiser en général la façon dont les cours s'organisent, la façon de recruter aussi les enseignants en essayant de recruter des point gens. sensible. Voilà, mais donc est-ce que ça marcherait en France? Je ne sais pas, mais en tout cas aux États-Unis en particulier, ça a extrêmement bien marché dans des zones très défavorisées. C'est-à-dire, ils ont réussi effectivement à faire en sorte que du coup, ces établissements-là se remobilisent et du coup, effectivement, arrivent à proposer un ensemble de choses. Donc, quand on regarde dans le détail, c'est pas un truc qui fonctionne, c'est pas juste sélectionner les enseignants, mais c'est avoir une équipe qui est motivée. C'est effectivement faire un certain nombre de choses qui sont scolaires, mais aussi extrascolaires, parce qu'on voit que ce qui est très important aussi, c'est de donner aux élèves l'idée qu'ils peuvent y arriver s'ils le souhaitent. Donc, ils travaillent beaucoup sur ces idées de changer l'état d'esprit en leur redonnant espoir. Et en fait, finalement, il y a des petites expérimentations qui montrent que ça marche bien. Et en fait, ça a fonctionné dans d'autres pays, et du coup, ça donnerait quand même envie d'essayer ça en France, mais ça veut dire il faut faire confiance aux acteurs sur le terrain, et il faut aussi faire ça avec des moyens conséquents. Alors peut-être il y a une question qui est effectivement est-ce qu'il n'y a pas une tension entre dire il faut que tout le monde soit traité exactement de la même façon, et en même temps est-ce qu'il faut en même temps il y a ceux qui en ont le plus besoin, il faut leur donner plus d'argent. Donc je pense qu'il faut agir des deux côtés, c'est-à-dire que il faut donner plus d'argent dans les écoles qui en ont le plus besoin. On sait très bien qu'en fait, en fonction finalement de l'origine sociale des élèves, il y a des zones où on a besoin de mettre plus. Mais en même temps, il faut faire en sorte que on garde une cohérence du système pour que l'ensemble des parents et des familles soient prêtes à financer l'enseignement public. Et une possibilité, c'est vraiment de se dire, on crée des expérimentations, on garde aussi le secteur privé. Le secteur privé peut aussi faire des expérimentations. Ils ont peut-être aussi des super idées, mais que quand il y a des familles qui essayent d'aller dans des écoles, que ce soit la puissance publique qui garde la main sur qui va où. Et ça me semble être fondamental pour que on est effectivement quand même on garde quand même une égalité d'opportunité de qui va où. Très concrètement, sur les écoles privées publiques, dont vous avez parlé, et Yannick aussi, ça veut dire que les écoles privées ne pourraient plus recruter comme elles le veulent, comme elles le font actuellement. C'est un point important. Moi, j'étais pendant quelques années dans un autre pays, j'étais en Espagne, et à Barcelone, il y avait un système où en fait les familles du coup faisaient des vœux pour des écoles. Donc il y avait le même système avec des écoles publiques et des écoles privées sous contrat, ça s'appelait les concertadas. Sauf que ce n'étaient pas les écoles qui choisissaient qui elles prenaient, mais c'était l'autorité locale d'éducation qui avait en tête des règles d'affectation qui dépendaient évidemment de la proximité géographique, mais d'autres caractéristiques également. Et c'était du coup, donc ça respectait le fait que les parents exprimaient leurs vœux et leurs choix. Et donc c'est ça, effectivement, tous les parents, toutes les familles ont le droit d'essayer d'aller dans les différentes écoles. Après, s'il y a un certain nombre de places limitées et qu'il y a plus de gens qui demandent d'aller dans une école que de places, comment est-ce qu'on fait la répartition? Et là, actuellement, il y a ce côté vraiment qui est quand même discutable d'un point de vue de la justice sociale et démocratique, qui est que d'un côté, le secteur public accueille tout le monde, et de l'autre côté, le secteur privé peut sélectionner qui il veut. Et je ne vois aucune base légale à ce que ce soit ça. Et en plus, si on faisait ça, ça ne veut pas du tout dire que d'ailleurs, on allait égaliser nécessairement le recrutement, parce qu'il y aura toujours des préférences différentes. Mais déjà, ça nous permettra de voir quelle est la part qui est liée effectivement à une sélection de la part des établissements. Donc, Gabriel, de votre côté, donc, autonomie des établissements, continuer peut-être en faisant plus finement la discrimination positive et changer les règles d'affectation, notamment publique-privée. Yannick? Alors, on a parlé d'un certain nombre de difficultés de notre système. Ceci étant, c'est important de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et
il y a des enseignants qui, dans des endroits particulièrement difficiles, réussissent particulièrement bien pour leurs élèves. Et je pense que c'est important qu'on se le dise aussi. Alors, on peut aller voir effectivement dans d'autres pays ce qui fonctionne bien, mais on a aussi en France des choses qui fonctionnent bien. Sur la question de la mixité sociale et scolaire, il y a des choses qui se passent depuis un certain temps. On a parlé d'expérimentation ce matin, mais par exemple, le département de la Haute-Garonne, sur ces questions de mixité sociale et scolaire, donc a réussi à mettre en place un dispositif qui s'est fait. J'étais assez sensible à ce qui a été dit tout à l'heure sur la participation des parents, parce que je pense, moi j'ai toujours dit que les premiers responsables de l'éducation des enfants, c'était les parents. Et que si on ne parvient pas à mettre les parents dans la boucle du processus éducatif, on n'y arrivera jamais. C'est un constat, y compris vécu professionnellement. Donc, dans ce département de la Haute-Garonne, sur la question de la mixité sociale et scolaire, le département a introduit une modulation des subventions aux établissements privés sous contrat en fonction des indices de position sociale qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fonction du profil des élèves, on vous donne un peu plus ou un peu moins si vous avez beaucoup, je caricature, mais on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais donc il y a des choses qui fonctionnent. À Paris, il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place sur la question de la sectorisation, sur la question de binômes de collège avec des montées alternées. Et puis il y a aussi la question, je l'évoquais tout à l'heure, de l'attractivité aussi de l'enseignement public. Et donc il faut que nos établissements publics soient aussi attractifs et contribuent à cette mixité. Le deuxième élément, si on regarde aussi à l'étranger, les pays dans lesquels quand même on a beaucoup d'élèves qui, quel que soit le milieu d'où ils viennent et l'endroit d'où ils vivent, réussissent, ce sont quand même les endroits où les enseignants sont les plus formés. Donc il y a aussi un lien entre le niveau de formation des enseignants et la réussite des élèves. L'effet maître, on le qualifie de cette manière-là, l'effet maître, il existe bel et bien. Ça signifie que, oui, une enseignante d'école maternelle, à mon sens, c'est des gens qui devraient être hyper formés. Parce qu'on a d'abord la chance d'avoir une école maternelle qui est quasiment unique au monde, qui est publique, de surcroît. Et donc, on sait très bien, on évoquait tout à l'heure les inégalités avant même l'école. C'est juste, moi, quand j'étais directeur d'école maternelle en petite section, j'avais des enfants qui arrivaient en petite section. Certains avaient déjà, chez eux, entendu plus de 1000 heures d'histoire racontées par les parents. Et puis j'en avais qui n'avaient rien entendu et qui connaissaient à peine leur prénom. Donc à un moment donné, et là je rejoins en termes de levier la question aussi de comment on répartit les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on finance encore davantage les lycées que le premier degré. Donc les difficultés dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi politiquement de se dire il faut qu'on mette, pardonnez-moi l'expression, le paquet sur le premier degré. Parce que c'est là que les difficultés s'installent, qu'elles se cristallisent, et ensuite le système, il essaie d'écoper. Mais ensuite, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc cette question de l'école maternelle et du financement sur le premier degré, à mon sens, elle est essentielle. Et notamment sur la question de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans, à mon sens, devrait être une priorité. On a des enfants qui sont dans des milieux où il y a très peu d'interactions. Et là encore, il y a des études qui ont été menées. Moi, j'étais inspecteur dans l'Oise. J'ai pu voir avec des dispositifs de classe passerelle, par exemple, que c'était des dispositifs qui permettaient à des enfants de rentrer dans des interactions langagières, et absolument important. Alors, sur l'autonomie, là encore, ça fait partie aujourd'hui de termes qui peuvent être, politiquement, je précise, qui peuvent être captés et interprétés de manière différente. L'autonomie, à mon sens, c'est un outil au service des équipes pédagogiques. Et je parle d'autonomie pédagogique. Si c'est l'autonomie telle qu'elle est conçue par une partie du champ politique et qui consiste à dire chacun fait ce qu'il veut, on va où on veut, pour moi, ça n'est pas ça. Or, aujourd'hui, les équipes pédagogiques, elles ont une marge de manœuvre en matière d'autonomie. Je tenais à le préciser. Le deuxième grand levier, à mon sens, c'est
quel type, je l'évoquais tout à l'heure, quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une école, on n'en a pas trop parlé ce matin, mais on le mesure, y compris jusque dans les écoles maternelles, où la pression sociétale sur les parents est très forte, des parents qui s'inquiètent de l'évaluation de leur enfant dès l'école maternelle, avec donc une primarisation de l'école maternelle, parce qu'on est dans un système où la compétition eh bien, est partout présente, et que notre système éducatif aujourd'hui repose pour une grande part sur la question de la compétition, avec une pression très très forte dès le plus jeune âge. Donc je pense que sur cette question-là, il faut qu'on regarde ce qui se fait ailleurs aussi. Ça rejoint la question de la coopération, et même d'un mot qu'on utilise peu au sein de l'école publique, c'est la question de la fraternité. Je pense qu'il y a comme ça un certain nombre de sujets. Nos élèves ont besoin d'une école qui soit une école de la coopération, qui soit une école de la fraternité, oui, je pense que c'est important. Dernière chose, là aussi c'est un sujet qui concerne éminemment les politiques, c'est la question de la temporalité. Je le dis, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les sensibilités politiques. Le temps de l'école n'est pas le temps du politique. Et donc, il faut qu'on arrête avec les réformes qui tombent les unes après les autres quand les ministres se succèdent. L'école publique, elle a besoin de s'approprier une réforme. Et donc, les enseignants ont besoin de se les approprier, que les élèves aussi puissent vivre dans ces réformes, qu'on puisse les évaluer, ces réformes, effectivement, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, moi, si j'avais un conseil à donner à la prochaine ministre de l'Éducation nationale ou au prochain, parce que ça change beaucoup en ce moment, c'est surtout de laisser respirer l'école de la République pour que les enseignants puissent travailler dans la sérénité au service de la réussite de tous leurs élèves. C'est vrai sur l'organisation des écoles, c'est vrai aussi sur la formation des enseignants, à la fois initiale et continue, sur lequel les bouleversements sont incessants, sur lequel il est impossible. Là, on ne connaît pas, par exemple, les nouveaux schémas de formation. Pour la rentrée de septembre, nous n'avons aucune information, et de surcroît, le contexte que vous évoquez depuis dimanche soir, du coup, ne va certainement pas arranger les choses. Jean-François, vous avez fait un propos très général sur la confiance. Je voudrais que vous parliez d'un point particulier, je m'en voudrais qu'on n'en parle pas, qui est l'enseignement professionnel. Oui, je vous remercie, parce que à l'époque où j'étais recteur, a eu lieu une des réformes qui paraissait vraiment inspirée des meilleures intentions, qui était partant du constat qu'on avait suivi une évolution qui n'était pas, comme souvent, celle qui avait été prévue au moment où a été créé par Jean-Pierre Chevènement le baccalauréat professionnel. Comme son nom l'indiquait, il avait une visée professionnalisante, je dirais immédiate, avec l'idée que ces bacheliers-là allaient partir le plus vite possible sur le marché du travail. Tout en étant inclus, ce qu'il ne faut jamais oublier, dans la proportion d'une classe d'âge arrivant au niveau du baccalauréat. Sans les bacheliers professionnels, l'objectif des 80% ne pouvait pas être atteint, ne l'aurait pas été. Mais ce que l'on a constaté au fil des années, c'est que ces élèves-là aussi aspiraient à des poursuites d'études. Et pas seulement à des poursuites d'études dans la voie où ils s'étaient engagés, ou plutôt où souvent on les avait orientés par défaut et par l'échec. Donc la question de l'estime de soi qui a été évoquée tout à l'heure, dans l'enseignement professionnel est une question cruciale, car on a souvent affaire à des élèves qui ne sont pas là par vocation, mais par contrainte, et qui subissent cette contrainte de si mauvais gré que parfois ils sont aussi décrocheurs. Et donc l'idée qu'il fallait contribuer à les conduire vers des formations BTS, voire IUT, moi, j'ai essayé de concevoir un accès au diplôme d'ingénieur, avec une école d'ingénieur que j'avais. Et là, les difficultés que j'ai rencontrées tiennent au fait qu'on reproduit systématiquement le modèle des classes préparatoires
y compris à des publics qui n'y sont absolument pas préparés. C'est-à-dire, si vous commencez par mettre une marche de 2 mètres de haut, même ceux qui seraient les plus doués, les plus capables d'y arriver, renoncent et se découragent très vite. Donc, il faut adapter les choses. Et je crois profondément aux vertus de la coopération. Quand vous réunissez, dans le monde des ingénieurs, vous avez aujourd'hui des recrutements, et j'avais là des chefs d'entreprise qui étaient tout à fait d'accord avec moi sur ce point. Vous recevez des dossiers d'excellents matheux du fait de l'organisation des séries, les séries S. Vous avez des gens très forts en maths, mais nuls en mécanique, et qui le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes, qui n'ont pas de savoir-faire technique du tout. Où l'aurait-il acquis d'ailleurs? Inversement, vous pouvez avoir dans les branches professionnelles des élèves extrêmement forts et qui sont capables de l'être en abstraction si on leur en donne les moyens. Rien n'est plus vain et même nocif que d'opposer l'intelligence tout court à l'intelligence des mains, comme on le fait quelquefois. Il n'y a pas d'intelligence des mains. Et donc, il y a cette possibilité. Il faudrait, si on était capable de concevoir la formation d'ingénieurs dont nous manquons, tout le monde est d'accord là-dessus, par la diversité des publics qui y accéderaient, on a là une voie. Elle supposerait de travailler aussi avec le monde de l'entreprise, sans tabou, mais on sait bien là aussi les réticences que ça peut susciter parfois. Avant de donner la parole à la salle pour vos questions, je voudrais vous poser chacun une question appelant une réponse brève, même si elle pourrait durer 1 heure. Vous avez parlé les uns les autres de choses qui se passaient à l'étranger, en Espagne, dans les pays anglo-saxons. Je voulais savoir s'il y avait un exemple qui vous paraissait pas, non pas à copier, mais à s'inspirer un exemple à l'étranger dans ce qui a permis d'améliorer le système éducatif. Gabriel, peut-être vous avez, pour commencer, vraiment en 2 ou 3 phrases. Donc j'ai déjà parlé d'un certain nombre d'exemples. Donc, il se trouve que j'avais coordonné à un moment une étude au niveau européen. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec du coup, des experts en éducation dans tous les pays. Et donc effectivement, il y a certains pays, par exemple la Finlande, qui font très bien dans les expériences internationales, enfin dans les tests internationaux type PISA, etc. Et donc, en discutant, effectivement, une chose qui était claire, c'est qu'il y avait une forte autonomie qui était donnée aux enseignants pour le fait de décider ce qu'ils faisaient, etc. On leur faisait confiance. Et de façon globale, quand même, ce qui revenait, les problèmes qu'on rencontre en France, c'est des problèmes qu'on rencontre partout. Et il y a vraiment cette question de la place des enseignants et de la revalorisation des enseignants qui semble être quelque chose qu'on rencontre en France, qu'on rencontre partout, mais c'est vraiment un point central, on l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense aussi qu'il faut aussi avoir en tête, quand je parlais, il y a eu des choses qui ont été faites dans les pays anglo-saxons, ça a marché. Il faut avoir en tête que c'est pas parce que ça a marché nécessairement dans un pays que ça va bien marcher en France. Il faut vraiment expérimenter. Et donc, par exemple, l'autonomie, des formes d'autonomie au sein du système public, c'est à expérimenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. On ne sait pas encore si c'est la solution. Il faut expérimenter les choses, les évaluer, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et je pense que c'est quand même un des apports de l'économie de l'éducation ces dernières années, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'idées reçues qui, quand elles ont été, en particulier, il y avait quand même cette idée que dans les années 70, si on donnait plus d'argent dans l'éducation, ça n'avait pas d'effet. Il y avait un certain nombre de rapports qui n'avaient pas trouvé d'effet. Et en fait, ce qu'il apparaissait, c'est que en fait, si on veut vraiment analyser quelque chose, il faut faire ça de façon très fine. Et il faut vraiment se donner les moyens d'évaluer ça proprement pour essayer d'arriver à un effet causal. Et que si on ne fait pas ça, en fait, on n'arrive pas à poser les bons constats. Donc c'est quand même un point important. Merci. Yannick. Moi, je citerai la Finlande. Juste un point, il me semble que la Finlande, ce qui a été fait, c'est suite au premier test PISA qui avait été très mauvais pour la Finlande et qui avait ensuite abouti à une réflexion d'ensemble, à une mise en cohérence, pour reprendre le point que vous évoquiez, Jean-François, au début, tout à fait importante de la politique menée. Tout à fait, avec une mise en œuvre sur plusieurs années aussi. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de donner du temps également à la mise en place, à l'observation, à l'évaluation, pour pouvoir ensuite réguler. Donc la Finlande, à la fois par le niveau de formation aussi des enseignants,
qui sont donc particulièrement bien formés, mais aussi du coup par une pédagogie qui est une pédagogie de la réussite, où on valorise les élèves et on s'appuie sur ce qu'ils savent et non pas sur ce qu'ils ne savent pas, et non pas sur la stigmatisation des erreurs, ou comme, c'est un terme que je rectifiais lorsque j'allais en inspection, où on parlait de faute des élèves. C'est très intéressant, les mots que l'on utilise. En France, auprès des élèves, on parle de faute. C'est quand même très intéressant, la notion de faute. Il y a une dimension morale qui, pour le coup... Alors, vous allez me dire, ce ne sont que des mots. Mais les mots ont leur importance auprès des élèves. Et donc, la question de cette pédagogie de la réussite est de s'appuyer sur ce que savent nos élèves, parce que je n'ai jamais rencontré un élève qui ne savait pas quelque chose. Alors, ils savent des choses différentes. Certains savent plus que d'autres aussi. On a évoqué des raisons pour lesquelles. Mais s'appuyer sur ce que savent nos élèves et valoriser la réussite des élèves. Et aussi, dans le même ordre d'idées, et notamment dans ce système, c'est retarder le plus possible la compétition. Parce que cette compétition qui est instaurée très tôt, elle fait des dégâts chez nos élèves. Et donc cette idée de la coopération, aussi de l'estime de soi qui a été évoquée tout à l'heure, à mon sens, est absolument fondamentale. Et il se trouve que dans ce pays, je pense que ça contribue aussi finalement à faire que les élèves de ce pays-là non seulement vivent bien leur école, mais réussissent au sens très large du terme. Je suis très sensible à ce qui vient d'être dit sur le lycée professionnel, parce que c'est aujourd'hui une orientation par défaut, vous l'avez dit très justement. Et moi, j'ai été quand même particulièrement choqué lorsque je vois qu'on diminue les horaires des enseignements fondamentaux, le français et les maths, parce qu'on considérerait que ces élèves-là, finalement, ils n'ont pas besoin de savoir lire et écrire. C'est pas grave, parce qu'ils vont être dans une activité professionnelle. Donc, je tenais à le dire, parce que là, on a une vraie réhabilitation de notre lycée professionnel à effectuer. Et moi, je suis particulièrement inquiet de ce qui se met en place, où on va livrer des jeunes, et parfois des très jeunes, aux mains, en tout cas qu'on va les mettre dans les entreprises. Je pense que ces jeunes-là ont aussi le droit d'avoir accès à des enseignements fondamentaux comme leurs copains des lycées d'enseignement généraux ou technologiques. Jean-François, très vite, un exemple étranger qui vous inspire, hein, qu'il ne s'agit pas de copier, mais qui vous inspire. Très vite. Ce qui est fait en matière de soutien au comportement positif du point de vue du climat scolaire au Canada, et en particulier au Canada français. Nous avons là à nous en inspirer, parce que ça contribue sur le plan des savoirs, mais aussi du climat scolaire, qui est une des données de la réussite des élèves. Mais avec un objectif qui avait été fixé très clairement au système, qui était à l'ensemble du système et à long terme, qui était de récupérer ceux qui avaient le plus de difficultés. Et c'est là-dessus que toute cette politique a été faite, si je ne m'abuse, au Canada et en particulier au Québec. Oui, exactement, oui. Question de la salle. Est-ce que vous avez des interrogations, des interpellations, des indignations? Merci de vous présenter et aussi d'être concis. Ça a l'air de marcher là. Voilà, c'est rouge, c'est bon. Alain Kerjean, fondateur de Expérientiel France, c'est la branche française d'Experiential Learning, auquel vous faites allusion sans le citer. Et nous sommes trois à très rapidement partager avec vous. Oui. On peut s'arrêter tout de suite si vous voulez. Non, mais je vous demande d'être concis, juste. Les économistes, dont je ne suis pas, sont les premiers depuis quelques années à alerter sur l'enjeu des compétences savoir-être, savoir-apprendre, soft skills, transversales, les comportements, les valeurs. Et ils ont même révélé qu'il y a un sévère retard de la France dans ce domaine et que ça a un coût, 75 milliards d'euros pour 15 ans en termes de moins de PIB. Et plusieurs rapports, dont celui de Vincent Ossioux, ici de France Stratégie, et du Conseil national de la productivité, montrent qu'il y a une énorme dynamique en ce moment. Beaucoup d'initiatives d'innovation, des associations, des start-up, des plateformes, pour développer cela. Mais c'est dans la plus grande des organisations, valeur inégale, donc besoin de structurer, de former les enseignants, les professionnels de la formation initiale et continue
à de nouvelles approches plus adoptées, de nouveaux modèles pédagogiques plus adaptés à ces compétences-là, qui ne s'enseignent pas, mais qui s'acquièrent par l'expérience. Et deux solutions, c'est la même, sont souvent citées dans tous ces rapports, pédagogie active et démarche expérientielle, mais sans vraiment situer ni les sources, ni la définition. D'où notre idée de créer en France ce qui existe dans les pays anglo-saxons, notamment chez nos partenaires britanniques, avec l'Institut for Outdoor Learning. C'est un organe national de référence pour tous les professionnels qui sont convaincus qu'il y a un enjeu essentiel, central, de développer ces compétences-là qui sont au cœur de nos problèmes, en amont de tous nos problèmes économiques et pédagogiques et sociaux, et pour lesquels on est très en retard. Donc, un organisme de référence qui certifie les professionnels. Merci de votre proposition. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, réactions, questions ? Oui. Est-ce que vous pensez que la méritocratie n'est qu'un mythe aujourd'hui ? Bon, question de 5 mots qui réponse en que 12 secondes, ça va être parfait, facile. Est-ce qu'il y a une troisième intervention ? Oui. Je répéterai la question si ça peut. Qu'est-ce qui motive les sureffectifs ? Donc, qu'est-ce qui motive les sureffectifs qui peuvent atteindre 40 élèves par classe ? Et dernière question. Oui, pourquoi nationaliser l'enseignement privé ? Du coup, c'est pas un sujet, puisqu'on parle du privé qui pose problème. Bon. Qui veut prendre quelle question ? Yannick ? Les 3 questions sont intéressantes. Et peut-être sur la question des effectifs, parce que je pense que c'est un des éléments importants, même si on peut penser que pour certains enseignants, enseigner à 30, 25, 20 ou 15, ils enseigneraient de la même manière s'ils ne sont pas formés. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, il y a une baisse démographique actuellement. Et moi, je considère pour ma part que plutôt que de supprimer les postes, je pense qu'on devrait profiter de la baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement. Parce qu'on sait très bien que la question des effectifs, vous évoquiez 30 et parfois plus en collège ou en lycée, ce ne sont pas des conditions acceptables pour pouvoir enseigner correctement et pour nos élèves de pouvoir vivre leur scolarité. Donc cette question des effectifs, elle est importante. On a parlé tout à l'heure d'un dispositif qui a été mis en place. On pourrait aussi en parler, mais on n'a pas le temps. Moi, je voudrais quand même rappeler un dispositif qui, lui, pour le coup, avait été plébiscité par les équipes pédagogiques et qui était le dispositif plus de maîtres que de classes, qui n'était pas le dédoublement. Ce n'était pas 2 enseignants dans une classe comme ce qui a été fait, mais qui était un enseignant de plus dans une école que le nombre de classes. Ce n'est pas du tout la même chose d'un point de vue pédagogique. Et ce type de dispositif avait été plébiscité par les équipes. Il a malheureusement été supprimé en 2017 pour être remplacé par un dispositif de dédoublement dont on attend encore en termes d'évaluation qu'il puisse faire ses preuves. Mais c'est une question essentielle que celle des effectifs parce qu'on n'enseigne pas de la même manière et on ne vit pas sa scolarité de la même manière quand on est dans une classe à 40 ou quand on est dans une classe à 25. Jean-François, sur la méritocratie. Oui, la méritocratie... Très vite. Oui. La méritocratie, elle a été appliquée rétroactivement, cette notion du XXe siècle, à un système qui visait à promouvoir les meilleurs pour remplir les fonctions des élites dont le pays avait besoin. Elle ne visait aucunement à assurer la réussite de chaque élève et l'épanouissement personnel de chaque élève. Et c'est bien le problème où nous sommes aujourd'hui. On voit bien que la démocratisation de l'enseignement n'a pas modifié cette vocation du système tel qu'il avait été construit à générer une élite, à dégager une élite en élargissant éventuellement à ceux que Ferdinand Buisson appelait les exceptions consolantes,
c'est-à-dire les quelques boursiers qui pouvaient passer dans l'enseignement secondaire. On ne peut plus raisonner ainsi. Ou si on raisonne ainsi, on va au-devant de grands risques sociaux. Donc vous voyez, la méritocratie, autant où elle a fonctionné, comme je viens de dire, vous aviez dans les arrondissements comme le 19e ou le 20e, des élèves qui atteignaient la fin de l'âge légal, 13 ans à l'époque, en n'ayant pas dépassé le cours élémentaire. Il faut bien avoir cela en tête. Et donc tout ce qui a changé par la suite. Luc, le dernier mot. Le dernier? Non, je voulais laisser la nationalisation du privé à Gabriel. Voilà. On lui garde quand même quelques instants. Si vous faites vite, Alors, Gabriel pourra faire. Je fais très vite. Taille des classes. Là, à nouveau, moi, j'aurais tendance à plaider la modestie. Et là, effectivement, il y a des occasions un peu manquées, je pense peut-être en termes d'évaluation. Mais la bonne expérimentation qu'on a sur la taille des classes aux États-Unis, c'est un programme STAR. Et il y avait deux variantes. On enlève un tiers des élèves, ou on passe de 22 à 15 élèves par classe. On n'est pas dans les 40. Ou on ajoute un maître dans la classe. Bon. Il se trouve que sur cette expérimentation-là particulière, peut-être parce que le deuxième maître a été mal utilisé, etc., mais ajouter le deuxième maître n'a rien fait. Réduire la taille des classes a eu des effets très importants. Donc voilà, là ça plaide vraiment pour dire attention. Alors peut-être que ça a été plébiscité à raison, plus de maîtres que de classes, peut-être pas. Enfin voilà, là on se dit zut, on aurait dû quand même évaluer un petit peu mieux tout ça parce que sinon on perd des opportunités. Voilà, je me contente de ça parce que j'ai envie d'attendre la nationalisation du privé. Alors, nationaliser le privé. Bon, en fait, le privé, c'est déjà... les enseignants du privé sont déjà payés par l'éducation nationale. Donc c'est déjà... quelque chose qui est quand même fourni par la puissance publique jusqu'à à 73%, comme ça a été dit. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas de nationaliser le privé. Et on veut pas forcément... je pense qu'il y a des initiatives dans le secteur privé qui peuvent être très intéressantes. L'enjeu, c'est que le privé soit soumis à des règles qui soient similaires au secteur public, de manière à ce qu'on s'assure effectivement qu'il y ait une égalité d'opportunités pour tout le monde. Donc, le secteur privé a pleinement sa place dans le système éducatif français. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne fonctionne pas de la même façon et qu'il ne soit pas soumis aux mêmes règles. Merci. Avant de conclure cette matinée, je voudrais redonner la parole à Annick Cotte, puisqu'il y a un bout du palmarès qui est maintenant présent. Bien, bravo Pascal, et merci à toutes et à tous pour votre participation, et merci évidemment au panel que vous pouvez saluer à votre tour.